Et salut ma chérie, j'espère que tu vas bien. Ça va, merci. J'espère que toi aussi, ça va. Ouais, une très très bonne journée. Une journée agricole, j'ai envie de te dire, au milieu de mes vaches, au milieu de nos montagnes, au milieu de notre Auvergne, donc une bonne journée. Voilà, voilà. Je t'en prie pour la prière. Bien, Seigneur Jésus, je te remercie de nous permettre une connexion pour ce mercredi, du coup, 19 août 2026. Et je te remets tout de suite ce live entre tes mains, sous ta protection et ta bénédiction. Seigneur Jésus-Christ, que ta parole vienne nous parler sur sujet un petit peu plus d'actualité aujourd'hui, et bien qu'elle vienne nous éclairer également et nous emmener et ta lumière, des réponses, des compréhensions sur ce que nous vivons actuellement. Donc qu'elle soit également pleine de sagesse et qu'elle puisse continuer de nous édifier. Seigneur Jésus, que ce live soit entièrement sous ton amour, que que tu nous permettes d'avoir une bonne connexion, que Seigneur Jésus-Christ, toute cette deuxième partie de semaine soit également remise entièrement entre tes mains en ce qui me concerne, euh, mon chéri, notre famille, et également l'ensemble des personnes que nous connaissons, personnes qui regarderont ce live par la suite. Je te demande de protection, santé, bonheur et bénédiction sur eux tous. Je prie dans ton saint nom, Seigneur Jésus-Christ, et je te remercie pour tout ce que tu fais pour nous. Amen. Amen. Eh bien, Seigneur Jésus, je te remercie pour cette connexion supplémentaire. Voilà, un rendez-vous hebdomadaire. Donc, effectivement, ce soir, nous allons aborder un sujet un petit peu plus d'actualité au milieu de cette chaleur qu'on aura traversée tout au long de l'été. Voilà, mais également éclairé à la lumière de ta parole, Seigneur. Voilà, je place ce live entre tes mains. Merci pour toutes ces personnes avec qui tu me permets de rentrer en contact. Voilà, avant de quitter cette exploitation agricole, ma chérie, je parlais encore une fois de réveil chrétien en Auvergne à une personne habitant du côté voilà, dans le nord-ouest de la France. Je leur ai dit, parlez-en autour de vous. Je leur ai témoigné mon tracé de vie. Je leur ai témoigné ce qui m'a amené à devenir chrétien. Je leur ai témoigné également cette révélation, cette force divine qui est venue vivre en moi, voilà, qui est le Saint-Esprit. Voilà. Donc, et je leur disais, gloire à Dieu, parce que même au milieu des vaches, même en plein milieu d'une ferme, Dieu permet des connexions, voilà, qu'il a jugées nécessaires. Voilà, donc merci Seigneur, je place nos couples, nos familles, je place cette œuvre que tu nous as confiée, qu'elle puisse monter en puissance, qu'elle puisse être connue aux quatre coins de la France. Comme j'aime le dire, ma chérie, tu sais que voilà, j'essaye de placer des jalons spirituels de part et d'autre de la France, et tu vois que les quatre côtés de la France commencent à entendre parler de réveil chrétien en Auvergne. Tout ça monte en puissance. Tu as vu que on commence à être connu par les algorithmes, par les moteurs de recherche. Donc gloire à ton nom, Seigneur, c'est pour ta gloire, c'est pas pour la nôtre, c'est pour ta gloire et le salut des âmes, je tiens à le rappeler. Donc voilà, que cette œuvre puisse grandir. Saint-Esprit, je te demande d'être présent au milieu de cette œuvre pour qu'elle puisse être complètement guidée par toi, que ce soit ta volonté qui soit faite et non la nôtre, et ta sagesse qui resplendisse au milieu de chacun de ces échanges qu'on peut avoir. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen et Amen. Amen. Voilà, je te laisse les sainte reine de réveil chrétien en Auvergne que tu connais bien, ma chérie, je t'en prie. Est-ce que tu as un témoignage à nous apporter pour ce live? Ouais, je vais apporter ce court témoignage, enfin ce court.
Comme quoi, encore une fois, au milieu d'une exploitation agricole, il peut se passer tout un tas de choses. Donc, en fait, un matin, j'étais à la fin de la traite, j'étais en train de nettoyer les abreuvoirs des vaches, en fait, parce que, voilà, elles mettent du foin, les coquines. Et si on nettoie pas les abreuvoirs, le soir, quand elles arrivent dans la stabulation, elles peuvent pas boire. Voilà, c'est un ancien système, mais que j'aime beaucoup parce qu'on a beaucoup de contact avec nos vaches. Comme j'aime dire, on les attache et on les détache matin et soir, donc on les prend par le cou, matin et soir, on leur fait des gros câlins. Nos vaches. Pour moi, c'est ça la véritable agriculture. C'est ça pour moi le véritable élevage et l'agriculture paysanne. Voilà. Donc c'est une chose que j'aime beaucoup. En tant qu'anticapitaliste vétéré, comme je témoignais à cette famille tout à l'heure. Donc j'étais en train de nettoyer ces abreuvoirs et puis ce qu'on appelle en fait une parole de connaissance dans le milieu chrétien. Je me mets à penser à un maître de stage dans lequel j'ai travaillé du côté dans le département du Rhône, du côté de la commune de Courzieux, dans les Monts du Lyonnais, ma chérie, que tu connais bien, qui était éleveur de vaches charolaises. Et c'est marrant, ma chérie, cet après-midi, j'ai rencontré des éleveurs de vaches charolaises. Tiens donc voilà, Aimé, son prénom, c'est pas un hasard non plus, je veux le croire. Aimé, qui était donc éleveur de charolaises, qui faisait des concours, qui était connu d'un point de vue régional et même au niveau national par ses concours. C'était un passionné de ces vaches et j'avais de très très bons souvenirs de cette exploitation agricole. Et une chose que j'aime te dire, j'ai passé la quarantaine, ma chérie. J'ai l'impression que je reviens à mes premiers amours et que j'ai en pensé en fait tous ces souvenirs que j'ai traversés les premières 40 années de ma vie. Et j'avais aimé en penser. Et puis, l'esprit me conduit à la fin de la traite, quand je remonte dans ma voiture, à regarder si je les trouve sur les réseaux sociaux pour reprendre contact avec eux. Je tombe sur des articles, en fait, de cet élevage du côté de Courzieux, sur le fait que il travaille avec des grandes surfaces locales. Il vend sa viande dans des grandes surfaces locales. Donc voilà le premier article sur lequel je tombe sur Internet. Merci à ces moteurs de recherche. Comme j'aime dire, le problème n'est pas l'outil, mais c'est celui qui s'en sert quand on s'en sert de manière utile. Même l'intelligence artificielle nous permet de trouver des niches d'informations avec des articles à l'appui. C'est comme ça que j'ai préparé le live de ce soir. Et vous verrez, il y a vraiment des informations riches. Il y a vraiment de la recherche creusée et des articles que je mettrai bien entendu en dessous de la vidéo. Je tombe non pas sur cet exploitant agricole, mais sur son fils, Gaëtan. Salut Gaëtan. Donc ce Gaëtan que j'avais dû connaître, il devait avoir 6-7 ans à l'époque. Parce qu'il y a 25 ans de ça en arrière. Salut Gaëtan, est-ce que tu te rappelles de moi, machin, j'ai fait un stage chez ton père, j'ai gardé un super souvenir. Et puis en fait, Gaëtan qui me répond, peu de temps après, ouais, je me rappelle, à l'époque, t'avais un appartement du côté de la commune, enfin sur la commune de Saint-Laurent-de-Chemousset. À l'époque, tu voyais pas tes parents, etc. C'était un peu dans la période, ma chérie, que tu connais bien, avant que j'arrive en Auvergne. Cette période de transition où justement je faisais des études agricoles et où une enseignante m'avait aidé à avoir un appartement chez ses parents que j'avais en colocation à l'époque. Et c'était dans cette période où en fait j'étais en quête, je recherchais mes racines et j'avais pas encore retrouvé mes parents, ma chérie, à l'époque. Et Gaëtan se rappelait très bien de tout ça en fait. Je pense qu'à l'époque j'avais déjà impacté certaines âmes. Et je lui dis tu passeras le bonjour à ton père de ma part. Et en fait là il m'apprend que son père est décédé le 22 octobre 2022, très rapidement, d'un cancer du foie qui a été découvert. Quand le cancer a été découvert, il est mort, je crois, il est décédé 4 mois plus tard. Et ce Gaëtan qui me dit, je suis chamboulé depuis un mois parce que je crois de plus en plus en lui. En fait, avant, je lui avais expliqué que j'étais maître de cérémonie funéraire. Lui, il m'apprend que son père était décédé. Encore une fois, pas de hasard. Qu'à côté de ça, je faisais 25 heures dans une exploitation agricole et que j'aspirais à devenir et que je travaillais à devenir pasteur. Voilà, donc que j'étais chrétien. Et il me dit, mais ma vie est chamboulée depuis un mois parce que je crois de plus en plus en lui. Et le message que j'aimerais transmettre, en fait, c'est que, en fait, quand on regarde dans le rétroviseur, quand on constate tout ça, en fait, je dirais que notre vie, en fait, est une suite chronologique, tout simplement. Dieu qui nous dit, j'ai un plan parfait pour votre vie, c'est clair que c'est un plan précis quand on marche avec lui. Et notre vie est une suite chronologique, en fait. Il n'y a pas de hasard. Et Dieu est capable de nous reconnecter avec des personnes qu'on n'a pas vues depuis 25 ans. Voilà, cette pensée que j'ai reçue ce début de semaine, alors que j'étais en train de nettoyer ces abreuvoirs
de vache, et ce Gaëtan qui finalement est en train de me dire que il est en train d'être touché par Dieu en fait. Est-ce qu'on se rend compte, encore une fois, de la puissance de tout ça en fait? Et il y a peu de temps en arrière, ma chérie, ce fameux maître de stage, on était même allé sur la commune, tu te rappelles, dans le département du Jura, où j'avais fait un stage. Et pareil, je l'avais reçu en pensée, en fait, parce que tu sais que je fais partie de ces personnes, j'oublie jamais les gens, en fait. Les gens qui ont fait partie de ma vie, je les oublie pas. Je pense que c'est l'une de mes qualités. Alors que certaines personnes nous next très vite. Bref, voilà. Il sera rendu à chacune selon ses œuvres. Mais je fais partie de ces gens, j'oublie pas les gens qui ont fait partie de mon passé, en fait. Et pareil, je me rappelais de ce maître de stage du côté du département du Jura. Pareil, je tombe sur le fils de cet exploitant qui, alors lui, il m'a pas répondu, mais je suis tombé sur un article, sur un article d'une presse du département du Jura où je prenais connaissance en fait que cet exploitant agricole avait eu un grave accident dans son cours de ferme et qui aujourd'hui est dans un fauteuil roulant. En fait. Voilà. Mais voilà. Dieu est capable de nous reconnecter encore une fois avec des personnes qu'on n'a pas vues depuis plus de 20 ans en fait. Et ces personnes viennent nous témoigner qu'elles sont touchées par Dieu. Et ben gloire à Dieu en fait. Et aujourd'hui, ma chérie, donc tu as vu cette photo qu'il m'a envoyée, donc une photo avec une croix qu'il avait autour du cou. Et aujourd'hui, juste avant de prendre le live, ma chérie, juste avant que tu arrives du Mont d'Or, tu sais, tu as les shorts sur Facebook. Et en fait, il faisait voir qu'en fait, il avait un bracelet avec une croix chrétienne. Voilà. Et Dieu me met en relation avec lui. Et ben Seigneur Jésus, je te demanderai tout simplement de m'utiliser d'une manière particulière auprès de Gaëtan et de lui apporter certaines vérités. Et vraiment que ce Gaëtan soit touché par la grâce, soit touché par toi. Révèle-toi à lui et qu'il soit en paix par rapport au départ de son papa et révèle-lui qu'en fait, il y a une vie éternelle qui nous attend. Voilà. Dans le nom de Jésus. Voilà pour le témoignage d'aujourd'hui. Ma chérie, as-tu un témoignage? Je vais aller dans ton sens en parlant d'une chose qui m'est arrivée il y a quelques mois, enfin il y a plusieurs mois en arrière. J'avais en pensée un camarade de classe que j'avais connu au collège, donc ça date, hein. Et le lendemain, quand j'ouvre le téléphone et que je regardais en fait Facebook, et ben dans les suggestions de mes amis, il y avait ce camarade de classe qui est apparu en suggestion d'amis. Alors que ça faisait des années et des années, les 35-40 ans, pas 40 ans, 35 ans, heu, pendant 35 ans, j'y avais pas pensé du tout, quoi. C'est voilà. Et ce nom m'est revenu comme ça, le nom, le prénom m'est revenu et paf, et je l'ai trouvé, suggestion d'amis sur Amen. et en 1er en plus, hein. J'ouvre Facebook, paf, tout de suite, hein. Comme quoi, il y a des concordances, c'est phénoménal. C'est Voilà. pour ça qu'encore une fois, je voudrais dire que l'outil n'est pas le problème, c'est celui qui s'en sert. Et Dieu est Oui, capable de, une chose que je dis souvent par rapport à ta petite dernière qui est à la maison, qui est la tienne, Dieu est capable d'utiliser même nos téléphones portables, en fait, pour nous connecter avec les personnes qu'il juge nécessaires. L'importance de prier pour ça, justement. Il est capable d'utiliser un téléphone portable pour que la vérité, en fait, nous pète en face des yeux. En fait. mmh, Voilà, je fais une prière pour ma petite sœur également dans ce sens-là et que le Seigneur Jésus utilise ces outils que tous nos jeunes ont entre les mains pour que la vérité jaillisse et arrive jusqu'à eux, dans le nom de Jésus. Et c'est pour ça, encore une fois, cette intelligence artificielle, ces outils, tout ça, que ces puissants de ce monde pensent utiliser à mauvais escient, finalement, Dieu est capable. Il y a un verset, en fait, qui m'est arrivé en tête aujourd'hui par rapport à cette situation que j'ai traversée entre hier et aujourd'hui, ma chérie, dans cette exploitation agricole. Tout concourt à ceux qui aiment Dieu. Voilà. Tout concourt à ceux qui aiment Dieu. C'est-à-dire que tu marches avec Dieu, tout va concourir pour toi. Et Dieu est capable de te reconnecter avec les personnes, comme tu dis, qu'il juge nécessaire. Le deuxième petit témoignage que j'aimerais faire, ma chérie, je suis arrivé hier soir en te disant qu'il y a certaines, il devait y avoir un point sur les i en fait. Et ben j'ai envie de te dire que j'ai été utilisé pour, je te dirais, une repentance auprès de ce chef d'exploitation, Sylvain, parce que j'ai constaté, Dieu, le Saint-Esprit en fait nous fait tendre l'oreille et nous fait voir les choses qu'on ne verra. Je parlerai de discernement. Je constate que
Finalement, ça a été extrêmement positif. Je suis rentré ce matin en disant que finalement, tout s'était très bien passé. Bernadette m'a payé le café. Pierrot m'a très bien reçu. Ils m'ont ouvert la porte de chez eux. Le fait également, la chose que j'aimerais t'apporter, ma chérie, de toujours marcher dans la vérité, en fait, et de ne pas avoir des compromis. Parce que, certes, quand on est dans la vérité, on ne se fait pas que des amis, ça c'est sûr, dans un monde complètement corrompu, dans un monde d'hypocrites, j'ai pas peur de le dire, on ne se fait pas toujours que des amis. Par contre, il y a des personnes qui apprécient notre franchise. C'est clair. C'est clair. Toute personne bienveillante que Dieu connaît saura recevoir notre franchise et appréciera notre vérité. Une chose qui m'a été rapportée ce matin, on voit que tu arrives toujours un quart d'heure avant ta prise de poste, alors que beaucoup arrivent après leur prise de poste, et on apprécie ça chez toi en fait. J'ai entendu des messages d'espérance, ma chérie, ce matin, sur le fait que je pouvais voir à long terme. Et Pierrot avait un t-shirt où il y avait marqué Dieu, ma chérie. Encore une fois, est-ce qu'on se rend compte jusqu'où ça va? Voilà. Dieu a un plan parfait pour notre vie. J'arrêterai pas de le dire, c'est clair. Voilà. Est-ce que tu es d'accord avec ça, ma chérie? Ouais, je suis tout à fait d'accord. Une petite C'est énorme. anecdote. Non, mais il y a plein de choses comme ça, et même des fois dans des toutes petites choses qui paraissent insignifiantes, tu te dis qu'en fait, il a sa main dessus. Moi, par exemple, ce matin, je me suis fait la réflexion. J'étais en train de préparer les menus, les pliages de serviettes, tout ça. Et j'avais coupé sur le bouquet ben, des petites fleurs blanches. Et j'en avais pas assez. Et je me suis souvenu que j'avais mis de côté d'autres petites fleurs, pas la même couleur, mais ça ira très bien avec. Et je me disais: «Ouais, mais est-ce que seulement je vais avoir assez?» parce qu'il m'en fallait 32. Il m'en manquait 32. Et ben, je compte, et je suis tombée pile sur le nombre 32. Il y en avait pile poil 32. Voilà, pile le nombre qu'il me fallait. Donc même en fait, dans toutes les petites choses, finalement, ça nous enseigne une chose, en fait, tout simplement, c'est que finalement, il faut pas, tant que tu es avec lui, en fait, faut pas avoir de doute parce qu'il fait très bien les choses. Voilà. Il met ce qu'il faut au bon moment, il met en relation les personnes au bon moment, il installe des situations, comme il se doit au bon moment. Donc en fait, faut jamais douter ou avoir peur parce qu'au final, c'est lui finalement qui a le dernier mot, quoi. Voilà. Et je dirais même que dans certaines situations, notamment celles que j'ai traversées entre hier soir et hier matin, Dieu nous utilise également pour réinstaller un certain ordre, en fait. On a un Dieu d'ordre et il nous utilise. On est ses serviteurs, en fait. Il nous permet de mettre les pieds dans certaines situations pour réinstaller un certain ordre, en fait. Moi, c'est ce que j'ai observé entre hier soir et aujourd'hui. Voilà. Oui, mais c'est Et ça. d'être dans une extrême franchise, en fait, beaucoup apprécient. Voilà. Oui, il Beaucoup apprécient. dispose, voilà. Voilà. Il C'est ça. dispose tout comme, en fait, en lui, il y a la perfection, voilà. Il dispose tout de façon, parfaite. Tout à fait. Je vais aborder le message de ce soir rapidement parce que j'ai beaucoup de choses à apporter. Ma chérie, je t'encourage à prendre des notes. Je pense que c'est un sujet qui va te passionner également. Je te connais sur certains points de vue, ma chérie. Alors, vraiment de prendre ça comme un questionnement, de vraiment faire preuve de discernement, vraiment. Mais prendre ça comme un questionnement et non comme quelque chose de validé, vraiment comme un questionnement, en fait. Voilà. Je ferai en sorte de te faire des parenthèses au milieu de tout ça. Toute personne qui connaît Réveil chrétien en Auvergne sait qu'encore une fois, ce ministère, je le répète quasiment tous les mardis, toutes les semaines. Il y a un moment, je vais arrêter parce que le ministère sera tellement connu que c'est pas la peine de le rappeler. Mais qui est particulièrement tourné vers l'agriculture, vers le monde rural, vers la nature, vers l'Auvergne, vers voilà. Donc ça va faire un petit peu rapport avec tout ça. Voilà. Donc comme je le répète presque chaque mardi, Réveil chrétien en Auvergne est un ministère chrétien tourné plus particulièrement vers le monde rural. Nous y parlons donc très régulièrement d'agriculture et de tout ce qui s'y rapporte. Cet été 2026, nous aurons traversé une succession de canicules inédites. Certains disent même que la sécheresse aura été pire que celle de 1976. J'ai écouté plusieurs vidéos. Première parenthèse que je voudrais faire par rapport à ça, c'est que j'ai écouté plusieurs vidéos en fait, et on a eu 1, 2, 3, 4,
5, je crois que ça s'est arrêté à 5 canicules. Voilà. Déjà, je me pose une première question par rapport à ça. Comment on peut prédire une canicule? Voilà. Été 2026, une chaleur historique qui surclasse 1976, mais une sécheresse à 2 vitesses. L'été 2026 est en train de pulvériser tous les records climatiques en France, avec une succession de 5 vagues de chaleur depuis le mois de mai. Juillet 2026 s'est hissé au rang de mois le plus chaud jamais enregistré dans le pays, avec une température moyenne de 24,9 degrés. La comparaison avec la mythique année 1976 est sur toutes les lèvres. Mais la réalité météorologique impose de distinguer deux types de sécheresse. Une chaleur hors norme. L'été 1976 demeure gravé dans la mémoire collective, mais sur le plan thermométrique, il est aujourd'hui largement surclassé. Le blocage anticyclonique persistant de l'été 2026 a engendré un effet de dôme de chaleur à répétition, provoquant des températures maximales flirtant régulièrement avec les 40 à 43 degrés. Un niveau de chaleur durable que la France n'avait jamais connu il y a 50 ans. Intensité de la chaleur, été 1976, forte mais entrecoupée, dans un climat d'époque plus frais. Été 2026, bien plus extrême, dopé par le réchauffement global. Le match des sécheresses, surface contre profondeur. La sécheresse agricole, sol superficiel. Ceux qui affirment que 2026 est pire ont raison en ce qui concerne la terre de surface. J'ai jamais vu autant de poussière que cet été. Fin juillet et début août, l'indice d'humidité des sols a atteint des niveaux bas historiques. Les prairies sont totalement grillées et les cours d'eau s'assèchent à un rythme inédit, impactant lourdement l'agriculture. Sécheresse des sols en surface, été 1976, très sévère, notamment sur la moitié nord. Été 2026, pire qu'en 1976 sur une grande partie du territoire. La sécheresse hydrologique, nappe phréatique. C'est ici que 1976 conserve son triste record dans certaines régions. En 1976, le déficit venait de très loin, privant les nappes profondes d'eau. En 2026, bien que 60% des nappes affichent des niveaux inférieurs à la normale, les recharges du début d'année ont permis d'éviter un effondrement total et immédiat des réserves les plus profondes. Sécheresse des nappes en profondeur, été 1976, situation plus critique en profondeur. Été 2026, niveau bas mais inégaux grâce aux pluies de l'hiver. J'ai effectivement eu des touristes qui venaient du sud-ouest de la France qui m'ont dit « mais chez vous, il y a encore de l'herbe ». Parce que chez eux, c'était pire que ce qu'ils observaient chez nous. Voilà. Un constat sans appel. Le constat des climatologues de France est sans appel. Si les conditions météorologiques de 1976 survenaient aujourd'hui dans notre climat actuel réchauffé de plus 1,4 degré en moyenne, l'impact serait instantanément un scénario catastrophe bien pire. Voici une lecture biblique de cet été caniculaire. La sécheresse des sols et des eaux, surface et profondeur. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel à l'occasion de la sécheresse, Juda est dans le deuil. Ces villes sont désolées, tristes, abattues. Et les cris de Jérusalem s'élèvent. Les grands envoient les petits chercher de l'eau. Et les petits vont aux citernes, ne trouvant point d'eau, et reviennent avec leurs vases vides. Ils sont confondus et consternés. Ils se couvrent la tête. La terre est saisie d'épouvante, parce qu'il ne tombe point de pluie dans le pays, et les laboureurs confus se couvrent la tête. Jérémie 14, 1, 4. Ma chérie, on a un promeneur qui passe régulièrement devant la fenêtre de notre maison qui est couverte, justement. Peut-être que c'est un pèlerin. Il faudra lui demander la prochaine fois. Cela décrit exactement l'assèchement des cours d'eau et l'angoisse agricole qui en découle. Les champs sont ravagés. Donc, c'était Jérémie 14, 1 à 4. Les champs sont ravagés. La terre est attristée, car le blé est détruit. Le mou est tari. L'huile est desséchée. Les laboureurs sont consternés. Les vignerons gémissent à cause du froment et de l'orge, parce que la moisson des champs est perdue. La vigne est confuse. Le figuier languissant.
Le grenadier, le palmier, le pommier, tous les arbres des champs sont desséchés. La joie a cessé parmi les fils de l'homme. Joël 1, 10 à 12. Et ma chérie, tout à l'heure, j'ai un touriste qui venait du Beaujolais, qui visiblement était viticulteur, qui m'a dit que les vignes, c'était extrêmement compliqué. Voilà. C'est même écrit dans la parole. Les signes sont là, comme te dira ton biquet. Ces versets décrivent l'impact lourd sur l'agriculture. Une sécheresse frappera ses sources. Sa fontaine sera desséchée. Osée 13, 15. Pour l'aspect hydrologique, les sources et les réserves profondes. Ma chérie, c'était toi tout à l'heure, hier, qui me disait qu'il y avait, rappelle-moi, qui était finalement jusqu'à être un filet d'eau. Rappelle-moi. La rivière, le Doubs. Ok, ça marche. Donc, je te répète ce verset. Une sécheresse frappera ses sources, sa fontaine sera desséchée. Osée 13, 15. Pour l'aspect hydrologique, les sources et les réserves profondes. Se tourner vers Dieu en cas de sécheresse, la réponse spirituelle. Face à ces constats sans appel, la Bible rappelle que la pluie et la fertilité dépendent de Dieu et qu'il faut donc le chercher, lui, prioritairement. Quand je, entre parenthèses, Dieu, fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, ma chérie, tu te rappelles ce qu'on a vécu il y a 5 ans, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. 2 Chroniques 7, 13 et 14. Ces versets sont la réponse directe de Dieu face à la détresse écologique et agricole que nous traversons. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux, qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il ne craint point, et il ne cesse de porter du fruit. Jérémie 17, 7 et 8. La sécheresse de surface n'atteint pas celui dont les racines spirituelles sont profondes en Christ. L'espérance est la restauration. Même si cet été 2026, la chaleur aura été pire qu'en 1976, la Bible promet la restauration pour ceux qui reviennent à Dieu. Je répète, pour ceux et celles qui reviennent à Dieu. Alors le boiteux, tiens donc ma chérie boiteux, alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie. Car des eaux jailliront dans le désert, et des ruisseaux dans la solitude. Le mirage se changera en étang, et la terre desséchée en source d'eau. Ésaïe 35, 6 et 7. Demandez à l'Éternel la pluie du printemps. L'Éternel produira les éclairs, et il vous enverra une abondante pluie. Il donnera à chacun de l'herbe dans son champ. Zacharie 10, 1. Une invitation claire à prier pour la pluie et la fin de la sécheresse agricole. Ma chérie, je t'avais fait part qu'il y a des mouvements d'agriculteurs chrétiens. Suivant très régulièrement la chaîne YouTube Toxin Média, j'ai voulu ce soir, dans un premier temps, vous faire part d'une émission que j'ai écoutée. Ma chérie, je ne sais pas si tu connais le média Toxin, le média Toxin Média, qui est un média alternatif. Je t'en ai déjà parlé, il me semble. Je t'invite à aller les voir sur YouTube. Ça va un petit peu à l'opposé de tous ces médias mainstream. Voilà. C'est bien de comparer un petit peu toutes les sources d'information. Donc, HAARP, chemtrail. Ce n'est pas un dérèglement climatique, mais une manipulation. Donc, c'est une vidéo du 11 août 2026. Donc, pour promouvoir leur travail, et comme j'aimerais qu'ils le fassent à mon égard, voici une courte présentation de Toxin Média. Donc, ma chérie, je t'avais fait part que, maintenant, je vais présenter un petit peu toutes les sources d'informations pour promouvoir leur travail, parce que j'aimerais que les gens le fassent par rapport à Réveil Chrétien en Auvergne. Donc, je me dois de le faire. Encore une fois, au vu de la guerre médiatique dans laquelle se trouve le monde, dans lequel nous vivons, chaque information est à prendre avec discernement. Donc, par rapport à toutes ces sources d'informations, encore une fois, ne prenez pas ça comme acquis, mais faites preuve de discernement. À chacun de discerner ce qu'il a à discerner entre ses lignes. De plus, chaque discours qui va à l'encontre de la majorité est systématiquement combattu. Rien de nouveau sous le soleil. Une chose que me disait un touriste tout à l'heure avec qui j'ai eu une discussion approfondie, ceux à qui je témoignais ma conversion chrétienne me disaient il suffit en fait d'être à contresens de ce que veut ce système
pour être un complotiste aux yeux de ce monde. Je suis complètement d'accord avec ça. Si les gens connaissaient la vérité, il y aurait une révolution. C'est pourquoi je vous laisserai trouver qui, la censure. On a vu, ma chérie, une certaine volonté de censure des réseaux sociaux, de certains médias. Alors, si c'est pour les mineurs de moins de 15 ans, je trouve ça extrêmement bien. Mais il faut que ça reste à des mineurs de moins de 15 ans et que ce ne soit pas une volonté, comme je disais tout à l'heure à ce touriste, en fait, c'est un peu l'image du plombier. L'image du plombier, quand il y a une fuite, eh ben, il met un bout de scotch, en fait, pour colmater la fuite. Sauf que là, les fuites, elles sont tellement toutes parts qu'en fait, le plombier, il n'y arrive plus, en fait. Voilà. C'est un peu ça l'image. Toxin Média, un acteur clé de la réinformation en France. Selon les sources publiques, Toxin Média est un média alternatif français en ligne, indépendant, lancé en août 2023. Diffusé principalement sous forme de vidéos et de podcasts, il se positionne comme un espace d'information critique vis-à-vis des autorités et des institutions traditionnelles. Donc, pas étonnant qu'il soit mal aimé et taxé peut-être de complotiste. Les rendez-vous principaux, la matinale Toxin, diffusée en direct chaque matin de 7h30 à 9h30. Elle est animée en semaine par Clémence Oudiakova, du lundi au jeudi, et par Nicolas Vidal le vendredi. Berkoff sur le vif. Je pense que tu connais Berkoff, ma chérie. Une émission quotidienne diffusée aux alentours de midi, portée par le journaliste et essayiste André Berkoff. Toxin plus une nouvelle offre de diffusion lancée pour étendre la programmation avec des émissions hebdomadaires exclusives. Format et fonctionnement financier. Pour maintenir sa liberté éditoriale et s'affranchir de ce qu'il qualifie de censure, le média refuse les subventions publiques et fonctionne sur un modèle collaboratif. Ils n'ont pas trop le choix, en fait. Voilà, ils n'ont pas trop le choix. On sait à qui appartiennent la plupart des gros médias mainstream. Voilà, et qui financent tout ça, encore une fois. Son financement repose essentiellement sur les dons de ses auditeurs et les abonnements à sa gazette. L'audience interagit principalement sur sa chaîne principale Toxin sur YouTube, ainsi que sur Spotify et Apple Podcasts. Clémence Oudiakova, une figure de la réinformation. Clémence Oudiakova est une journaliste, animatrice de radio et entrepreneur française. Figure bien connue du paysage des médias dits alternatifs ou de réinformation en France. Dit complotiste, encore une fois, aux yeux de ce monde. Parcours professionnel. Toxin Média depuis 2023. Elle est la cofondatrice et rédactrice en chef de Toxin Média. Radio Courtoisie et Ligne Droite. 2021 à 2023, elle a été l'animatrice de la matinale Ligne Droite, contribuant à structurer ce programme d'actualité. Sud Radio. Avant de diriger des matinales, elle a travaillé comme journaliste et chroniqueuse, notamment aux côtés de la figure médiatique André Berkoff. Début. Après des études en droit international et en langue orientale, elle a d'abord travaillé pour le ministère de l'Agriculture, tiens donc, et elle aborde certains sujets, avant de bifurquer vers le journalisme, débutant dans la presse écrite, aux côtés d'Elisabeth Lévy, journaliste, essayiste et polémiste française, particulièrement connue pour être la cofondatrice et la directrice de la rédaction du magazine Causeur. Ligne éditoriale et prise de position. Clémence Oudiakova se positionne en rupture avec les grands médias traditionnels. Je la comprends. Ses interventions et les lignes éditoriales de ses émissions portent régulièrement sur la critique des élites politiques, la dénonciation du wokisme à l'école, le soutien aux mouvements sociaux comme celui des agriculteurs, ainsi que la défense de la liberté d'expression. Aujourd'hui, elles prennent la défense des agriculteurs, elles parlent peut-être en connaissance de cause. Et elle n'est peut-être pas tant complotiste que ça. Nicolas Vidal, un pilier éditorial de Toxin. Nicolas Vidal est un journaliste, éditorialiste, politique et entrepreneur média français, figure centrale de la sphère des médias indépendants et alternatifs en France. Collaborateur régulier de Clémence Oudiakova, il intervient quotidiennement comme matinalier et éditorialiste politique, phare du Toxin Média. Revenons à notre vidéo. Harpe Chantraille, ce n'est pas un dérèglement climatique, mais une manipulation. Je ferai une parenthèse sans tarder, ma chérie, mais j'avance un petit peu. Alors que la France fait face à des vagues de chaleur de plus en plus fréquentes et à des incendies qui se succèdent à un rythme inquiétant, certains auteurs et observateurs s'interrogent. Je m'interroge moi aussi.
Le climat et l'environnement pourraient-ils devenir des terrains d'action militaire, voire de manipulation stratégique? C'est précisément ce que Patrick Pazin explore dans ses livres L'arme climatique et l'arme environnementale, à travers des questions sur le projet HARP, la convention ENMOD, les programmes secrets et la difficulté de distinguer le naturel de l'artificiel. Patrick Pazin, un auteur aux multiples facettes. Selon des sources publiques, Patrick Pazin est un éditeur, un réalisateur de documentaires, auteur et conférencier français. Diplômé de l'école de commerce ESSEC, École supérieure des sciences économiques et commerciales, son travail se concentre principalement sur la géopolitique, l'histoire alternative, les théories contestataires et les techniques agricoles marginales. Donc, aux yeux de ce monde, certainement que c'est, encore une fois, un complotiste. Ses activités majeures, géopolitique et actualité. Il analyse les relations internationales à travers des ouvrages aux angles souvent incisifs ou critiques, comme dans son livre consacré à la guerre en Ukraine. On voit qu'il y a une certaine polémique concernant ce sujet également actuellement, à chacun de discerner. Théorie militaire et environnementale. Il a réalisé le documentaire By Blue Sky et rédigé l'ouvrage L'arme environnementale, dans lesquels il aborde des sujets controversés tels que les programmes militaires secrets qui viseraient à manipuler le climat ou à utiliser la nature comme une arme de destruction massive. Histoire et déconstruction. Dans sa série d'ouvrages comme le livre jaune numéro 3, Déconstruction de mythes, il remet en question des figures ou événements historiques majeurs tels que Churchill, Roosevelt ou Darwin. Il s'intéresse également aux anomalies géographiques à travers des écrits comme Le mystère des cartes anciennes. Agriculture alternative. Il promeut des méthodes de culture alternatives sans produits chimiques. Pas étonnant qu'il ne soit pas aimé. Électroculture, ondes, musique, eau dynamisée à travers son ouvrage Nos vies culture. HARP entre réalité scientifique et théorie contestataire. Encore une fois, je me demande de faire preuve de discernement et de ne pas prendre toutes ces informations argent comptant. J'apporte ce live ce soir comme point d'interrogation. Je tiens à insister là-dessus. Selon les sources publiques, le projet HARP, High Frequency Active Auroral Research Programme, vous m'excuserez pour mon anglais, j'étais au fond de la classe à cette époque, serait un programme de recherche scientifique américain axé sur l'étude de l'ionosphère, la couche supérieure de l'atmosphère terrestre. La réalité scientifique de HARP, localisation et nature. Donc, je parlerai dans une certaine langue, quand on dit serait, pour justement ne pas prendre ça comme argent comptant. HARP serait installé à Gakona, en Alaska, et serait composé d'un immense réseau de 180 antennes émettant des ondes radio à haute fréquence. Et on voit les antennes pulluler également en France. Point d'interrogation, pourquoi? C'est tout à fait exact. Le site officiel de HARP se trouverait bien à Gakona, en Alaska. Donc en fait, l'intelligence artificielle permet également de vérifier ces sources d'informations, de poser la question, en fait, trouve-moi les erreurs dans ce texte. Voilà, ça permet de faire une sur-vérification. Donc je relis. HARP, donc c'est tout à fait exact, le site officiel de HARP se trouverait bien à Gakona, en Alaska, et compterait 180 antennes. Qu'est-ce que l'installation de Gakona? L'instrument principal de cette station serait l'IRI, qui veut dire Ionospheric Research Instrument. Il s'agirait d'un émetteur de haute puissance fonctionnant dans la gamme des hautes fréquences, qu'on appelle HF. Le réseau, les 180 antennes dipôles croisés seraient répartis sur un terrain plat et agiraient ensemble comme un seul émetteur géant. Le but, elle servirait à exciter temporairement de petites zones de l'ionosphère, une couche de l'atmosphère située entre 60 et 1000 km d'altitude, pour étudier les processus physiques qui s'y dérouleraient. Pourquoi l'Alaska et pourquoi l'ionosphère? L'Alaska aurait été choisi car la région se situerait directement sous la zone aurorale.
une région où l'activité magnétique terrestre et l'ionosphère interagiraient de manière très intense, créant notamment les aurores boréales. Les recherches scientifiques menées là-bas permettraient notamment d'améliorer les communications radio à longue distance, le système de navigation par satellite comme le GPS, la compréhension des perturbations causées par les tempêtes solaires. À l'origine géré par l'armée, le centre de Gakona aurait été transféré en 2015 à une université d'Alaska, qui l'exploiterait aujourd'hui à des fins purement civiles et académiques. Statut et gouvernance de HARP. Ce serait aujourd'hui une infrastructure civile ouverte à la communauté universitaire mondiale. Ses activités comme ses sessions d'été d'observation et ses publications scientifiques seraient totalement publiques. HARP dans les théories de Patrick Pazin. Dans ses écrits, Patrick Pazin s'appuie sur le fait que HARP aurait initialement bénéficié de financement militaire pour développer ses thèses. La guerre environnementale. L'idée que les ondes envoyées dans la haute atmosphère pourraient modifier les flux météorologiques terrestres. Les armes à énergie dirigée. L'hypothèse que ces technologies cacheraient des applications militaires offensives capables de perturber les nations adverses en déclenchant de fausses anomalies naturelles. La perspective scientifique et technique. Les climatologues, météorologues et physiciens rappelleraient de manière unanime que HARP ne pourrait pas manipuler le climat. Je vous demanderai encore une fois de faire preuve de discernement. La mauvaise couche d'atmosphère. Les signaux de HARP viseraient l'ionosphère, située entre 80 et plus de 600 km d'altitude. À l'inverse, la météo, pluie, canicule, tempête, se formerait exclusivement dans la troposphère, la couche la plus basse située à moins de 15 km du sol. Les ondes de HARP traverseraient principalement cette couche sans interagir avec elle. HARP agirait sur l'ionosphère, très haute altitude, et non sur la troposphère, où se forme la météo. L'énergie utilisée serait dérisoire comparée aux forces naturelles. Il n'existerait aucun mécanisme physique plausible pour qu'un tel dispositif cause des séismes ou modifie le climat à distance. Le fait que le projet aurait eu des financements militaires au départ pour étudier les communications par le climat serait souvent détourné. Une question d'énergie. L'énergie générée par le champ d'antenne de HARP, qui serait de 3,6 MW, serait dérisoire en comparaison de l'énergie naturelle libérée par un simple orage ou par le rayonnement solaire sur l'atmosphère. Malgré cela, dès qu'une catastrophe naturelle majeure ou une canicule extrême survient, les rumeurs attribuant ces événements à HARP ressurgissent de façon cyclique sur Internet. Encore une fois, je le répète, au vu de la guerre médiatique qui se joue dans le monde, toute information, d'où qu'elle vienne, est à prendre avec discernement. Quoi qu'il en soit, le temps finit toujours par dévoiler la vérité. On a un Dieu de vérité, je le confirme. Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être connu et mis au jour. Luc 8, 17. Encore une fois, ma chérie, je pense que tu confirmeras qu'on est dans une période où le plombier n'arrive plus à arrêter les fuites, en fait. Tellement qu'il y en a. Gloire à Dieu. La Convention ENMOD, un traité contre la modification hostile de l'environnement. La Convention ENMOD, officiellement intitulée Convention sur l'interdiction d'utiliser des techniques de modification de l'environnement à des fins militaires ou toute autre fin hostile, serait un traité international adopté le 10 décembre 1976. Tiens donc, 1976, est-ce que ça vous fait penser à rien? Point d'interrogation. Tiens donc, 1976, est-ce que ça ne vous rappelle pas quelque chose? Grande sécheresse agricole. Point d'interrogation. À chacun de discerner. La Convention ENMOD encadrait la modification hostile de l'environnement. La Convention ENMOD, officiellement intitulée Convention sur l'interdiction d'utiliser des techniques de modification de l'environnement à des fins militaires ou toute autre fin hostile, aurait pour objectif principal d'empêcher que la nature et le climat soient militarisés ou manipulés délibérément comme des armes de guerre. Le texte aurait été ouvert à la signature en 1977.
et serait officiellement entré en vigueur le 5 octobre 1978. Les grands principes de la Convention, interdiction de la guerre environnementale. Chaque État membre s'engagerait à ne pas modifier de manière délibérée les processus naturels de la Terre à des fins hostiles. Seuil de gravité. Le traité viserait spécifiquement les techniques ayant des effets étendus, durables ou graves, comme moyen de destruction ou de préjudice. Phénomène visé. Serait interdit les déclenchements artificiels de catastrophes tels que les ouragans, les raz-de-marée, tsunamis, les tremblements de terre ou les perturbations majeures des conditions climatiques et de la couche d'ozone. Certains me disent qu'aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de couches d'ozone. Usage pacifique préservé. La Convention n'interdirait pas l'utilisation des technologies de modification du temps comme l'ensemencement des nuages pour faire pleuvoir, à des fins purement civiles, agricoles ou de recherche pacifique. Statut et pays membres. Nombre de participants. La Convention compterait un peu plus de 75 États partis. Un traité aujourd'hui en sommeil, point d'interrogation. Rédigé selon des sources à la suite des dénonciations de l'utilisation de l'agent orange et des opérations d'ensemencement des nuages par l'armée pendant la guerre du Vietnam, opération Popeye, ma chérie, Popeye, tu connais bien ce dessin animé également. La Convention serait aujourd'hui jugée par certains experts comme obsolète ou en sommeil. Toutefois, avec l'émergence moderne de la géo-ingénierie, les projets scientifiques visant à modifier artificiellement le climat pour lutter contre le réchauffement de la planète, les débats autour de la Convention ENMOD reviendraient sur le devant de la scène afin de s'assurer que ces technologies ne soient jamais détournées à des fins hostiles. L'agent orange serait un herbicide et défoliant chimique hautement toxique qui aurait été massivement utilisé par l'armée pendant la guerre du Vietnam entre 1961 et 1971. Son nom provient de la bande de couleur orange peinte sur les barils de stockage. Objectif militaire. Détruire la jungle et les forêts denses pour priver les combattants vietnamiens de couverture. Tiens donc, anéantir les cultures vivrières pour affamer l'ennemi et les populations locales qui le soutenaient. Le produit aurait été accidentellement surdosé en dioxine de Céveso, l'un des polluants organiques les plus toxiques au monde. Ce poison se transmettrait dans l'organisme et la chaîne alimentaire provoquerait des cancers, notamment de la prostate et du système lymphatique, de graves maladies de peau et des troubles neurologiques, des malformations congénitales dramatiques, enfants nés sans membres, aveugles ou souffrant de graves retards mentaux, qui toucheraient encore aujourd'hui la troisième et la quatrième, ma chérie, la troisième et la quatrième génération. Quand on prie chez les chrétiens, on prie jusqu'à la quatrième génération. Après le conflit, on estime qu'entre 2,1 et 4,8 millions de personnes auraient été directement exposées. Les fabricants de ce produit, notamment les géants de l'agrochimie, tiens donc, les géants de l'agrochimie, se protégeraient derrière l'immunité de juridiction, affirmant qu'ils obéissaient aux ordres de l'État souverain. On comprend peut-être certaines choses actuelles concernant certains produits phytosanitaires. À chacun de discerner. Donc ça, c'est un propos de Patrick Pazin. J'ai commencé à m'intéresser aux armes climatiques et environnementales en 1999 lorsque j'ai publié Les armes de l'ombre, juste avant la fameuse tempête du siècle de décembre 1999. Cela fait donc plus de 25 ans que je lis des rapports militaires sur ces questions. La tempête du siècle de décembre 1999, Lothar et Martin. La tempête du siècle de décembre 1999 désigne le passage de deux tempêtes successives d'une violence historique, baptisées Lothar et Martin, qui ont balayé la France et l'Europe occidentale entre le 26 et le 28 décembre 1999. Une chose que j'aime bien dire, ma chérie, 999 à l'envers, ça fait 666. Il s'agirait de la catastrophe naturelle la plus meurtrière et la plus coûteuse jamais enregistrée en France métropolitaine. 2 vagues destructrices en 48 heures. Lothar, le 26 décembre 1999. Cette première tempête traverse la moitié nord de la France en quelques heures à peine, d'une rapidité et d'une violence exceptionnelles, en raison d'un phénomène de bombe météorologique. Elle prend les prévisionnistes de court. Martin,
le 27 et 28 décembre 1999. Moins de 36 heures plus tard, cette seconde dépression frappe la moitié sud du pays, le littoral atlantique et la Corse. Une question que je me pose, moi, concernant le don de discernement et la capacité de savoir lire entre les lignes. On nous parle bien de bombes météorologiques. Est-ce un hasard? Point d'interrogation. J'aime bien la sémantique des mots et j'aime bien les mots utilisés par certains médias. Voilà. Il n'y a pas de hasard. Personnellement, ce qui m'intrigue, c'est que la tempête Lothar se serait occupée de la moitié nord de la France, occupée entre guillemets, occupée de la moitié nord de la France, et la tempête Martin se serait occupée de la moitié sud de la France et même de la Corse. Une opération presque précise de manière chirurgicale. Sans sombrer dans le complotisme, justement, ça me questionne tout de même. Est-ce le fait du hasard? Point d'interrogation. Des chiffres records. Les tempêtes Lothar et Martin ont marqué les esprits par l'ampleur exceptionnelle de leurs conséquences, tant sur le plan humain que matériel. Vents maximaux. Les rafales auraient atteint des records absolus, avec 210 km/h à Versailles, 198 km/h à Châteauroux ou encore 173 km/h au Cap Ferré. Bilan humain. Il aurait été déploré 92 morts en France et environ 140 victimes au total à l'échelle européenne. Réseau électrique. Plus d'un foyer français sur 4 aurait été plongé dans le noir. Des millions de personnes auraient passé les fêtes de fin d'année sans électricité ni chauffage, parfois pendant plus de 2 semaines. Forêt dévastée. L'équivalent de la récolte annuelle de bois de toute l'Europe aurait été mise à terre en 2 jours. Des espaces historiques comme le parc du château de Versailles auraient perdu plus de 10 000 arbres, dont certains plantés par Marie-Antoinette. Ce qui est surprenant avec le dôme de chaleur, donc on nous parle dans cette canicule de dôme de chaleur. Ce qui est surprenant avec le dôme de chaleur, c'est que c'est un concept absolument nouveau. Jusqu'à présent, on parlait d'épisodes de chaleur, de pics, de canicule, mais jamais de dôme. Je ne vois pas physiquement ce qui dans la nature pourrait créer un tel phénomène. La chaleur monte, le froid descend. Il n'y a pas de plafond ou de cloche dans l'atmosphère. Ce concept est très surprenant et je n'ai lu aucune explication scientifique sur le processus naturel à l'œuvre derrière ce phénomène. Donc c'est un propos de Patrick Pazin. Selon une chaîne météo, les dômes de chaleur et les anticyclones auraient toujours existé. Donc en fait, je suis allé chercher les propos et, leur contraire en fait. Selon une chaîne météo, les dômes de chaleur et les anticyclones auraient toujours existé. Cependant, le réchauffement climatique global en modifierait profondément l'impact. Le terme de dôme de chaleur serait plus récent, mais le phénomène, un blocage anticyclonique puissant qui emprisonnerait l'air chaud, serait un phénomène météorologique bien connu et parfaitement naturel. L'argument de Patrick Pazin, selon lequel il n'y a pas de plafond dans l'atmosphère, serait une méconnaissance de la physique atmosphérique. L'air chaud serait piégé par un système de haute pression qui agirait comme une cloche invisible. Les premiers essais de modification du temps par des militaires remontent au XIXe siècle, vers 1890. À l'époque, c'était très limité et souvent infructueux, mais des brevets ont été déposés sur comment faire pleuvoir ou lutter contre la grêle. Un propos de Patrick Pazin. Les premières tentatives de modification du temps de la théorie militaire à l'échec scientifique. Les toutes premières tentatives officielles financées de modification du temps auraient eu lieu au début des années 1890. C'est-à-dire que ce n'est pas d'aujourd'hui en fait. On peut faire cette constatation. Menée sous l'impulsion d'idées nées au sein de l'armée. La théorie militaire de la pluie, conclusion, théorie. Pendant le XIXe siècle, notamment après la guerre de sécession et les guerres napoléoniennes, de nombreux vétérans et observateurs militaires auraient remarqué qu'une pluie abondante tombait très souvent juste après les grandes batailles d'artillerie. Une croyance se serait alors installée. Le bruit intense, les explosions et les vibrations générées par les canons bousculeraient l'atmosphère et forceraient la vapeur d'eau des nuages à se condenser pour se transformer en pluie. C'est ce qu'on aurait appelé la théorie de la commotion ou concussion théorie. L'expérience d'Irene Forts en 1891.
Face à des sécheresses sévères dans le Texas, des fonds secrets auraient été débloqués en 1890 pour tester scientifiquement cette théorie militaire. En août 1891, la première expédition officielle de fabrication de pluie aurait été menée au Texas. De l'artillerie, des meurtriers ainsi que des cerfs-volants et des ballons gonflés à l'hydrogène et à l'oxygène que l'on aurait fait exploser en altitude auraient été déployés. Le bilan de ces premiers essais, ces essais de 1891 à 1892, auraient été un échec total. Si quelques gouttes seraient parfois tombées, les météorologues de l'époque auraient démontré qu'il s'agissait de simples coïncidences liées à la saison des moussons. Les explosions auraient surtout réussi à brûler des pans de prairies. À la même époque, vers 1896, des maires et des agriculteurs auraient commencé à utiliser des canons anti-grêle pour tenter de briser les nuages par le bruit, avec le même manque d'efficacité scientifique. Moi, en tant qu'enfant, je peux témoigner que j'ai connu ça, ces canons en fait anti-grêle dans les monts du Lyonnais. Voilà. Il aurait fallu attendre les années 1940 avec la découverte de l'iodure d'argent et de la neige carbonique pour que la modification du temps, l'ensemencement des nuages, devienne une réalité scientifique avant d'être utilisée à des fins purement tactiques par l'armée pendant la guerre du Vietnam avec l'opération Popeye. En 1902, à Lyon, un congrès sur la lutte contre la grêle a réuni plus de 2000 participants avec des stands présentant des canons à grêle. Le principe était de tirer sur les nuages pour empêcher la grêle de tomber. C'était parfois efficace. Propos de Patrick Pazin. C'est un fait historique fascinant et tout à fait exact. Cet événement majeur s'est déroulé à Lyon sous le nom de Congrès international de défense contre la grêle. Bien que les sessions de débat majeurs auraient débuté fin novembre 1901, avec la publication des actes officiels et des conclusions en 1902, ce rassemblement aurait marqué l'apogée d'une véritable folie technologique et scientifique autour de la protection des cultures, en particulier de la vigne. Le contexte, la psychose du monde viticole. Au tournant du XXe siècle, les viticulteurs français et européens, déjà durement éprouvés par la crise du phylloxéra, vivaient dans la hantise des épisodes de grêle capables de détruire une récolte entière en quelques minutes. Lorsqu'un hôtelier autrichien affirma en 1896 avoir réussi à dissiper les nuages de grêle en tirant des coups de canon vers le ciel, une immense vague d'enthousiasme déferla sur l'Europe. Le congrès de Lyon, la foire au canon. Le congrès lyonnais fut une caisse de résonance incroyable pour cette nouvelle invention. Une affluence record, plus de 2000 délégués scientifiques, agriculteurs et inventeurs venus du monde entier se sont réunis. Une exposition spectaculaire. De nombreux constructeurs étaient présents pour exposer et vendre leurs modèles de canon anti-grêle. Le fonctionnement de l'époque. Ces imposants entonnoirs métalliques verticaux tiraient une charge de poudre à canon sans projectile. L'objectif théorique était de générer une onde de choc sonore puissante pour perturber la cristallisation de la glace dans les nuages et transformer la grêle en pluie. Une efficacité rapidement contestée, malgré l'engouement initial massif qui mena à l'installation de dizaines de milliers de canons en France et en Italie. La science a rapidement douché les espoirs des viticulteurs. Dès les congrès suivants, comme celui de Graz en juillet 1902, des études météorologiques rigoureuses ont démontré que les tirs n'avaient aucun effet réel sur la dynamique des cumulonimbus. L'illusion de réussite venait simplement du fait que la plupart des orages s'essoufflent naturellement. Étonnamment, le canon anti-grêle n'aurait pas totalement disparu. De nos jours, certains agriculteurs utiliseraient encore des canons modernes fonctionnant au gaz acétylène. Pourtant, l'organisation météorologique réaffirmait régulièrement qu'aucune preuve scientifique ne valide l'efficacité des ondes de choc contre la grêle. La seule méthode moderne qui montrerait des résultats mesurables, bien que discutés, resterait l'iodure d'argent, envoyé non pas par le bruit, mais par avion. Donc les chemtrails, c'est réel. Envoyé par avion ou par des générateurs au sol directement au cœur des nuages pour modifier leur structure chimique.
Dans les années 1920, de nombreux brevets auraient été déposés sur comment faire de la pluie, que ce soit en tirant au canon ou en utilisant des produits chimiques. Les années 1920, l'âge d'or des inventeurs de pluie. Les années 1920 et les décennies qui les ont entourés auraient été l'âge d'or des inventeurs de pluie, souvent appelés les rainmakers. Face aux sécheresses dévastatrices qui touchaient les agriculteurs, le bureau des brevets aurait vu défiler une multitude d'idées allant du farfelu aux précurseurs de la science moderne. À cette époque, la modification du climat oscillait encore entre le folklore, le charlatanisme et les toutes premières expériences scientifiques. Les méthodes brevetées se seraient divisées principalement en deux grandes catégories. La méthode par commotion, canon et explosif. Cette idée serait née sur une vieille croyance populaire. On avait remarqué qu'il pleuvait souvent après de grandes batailles napoléoniennes ou après la guerre de sécession, à cause du bruit et des fumées. Le principe, les inventeurs auraient tiré des obus, envoyé des ballons chargés de dynamite ou utilisé des canons géants pour bombarder le ciel. La théorie derrière le brevet. La forte détonation ou commotion était censée condenser l'humidité de l'air de manière instantanée pour agglomérer les gouttes d'eau et déclencher la pluie. Bien que l'idée aurait été brevetée à plusieurs reprises dès 1891 avec du gaz carbonique liquide propulsé par des explosifs, son efficacité scientifique n'aurait jamais été prouvée. L'utilisation de produits chimiques et d'électricité. C'est dans les années 1920 que les approches chimiques et physiques auraient commencé à devenir plus sophistiquées, jetant les bases de ce qui deviendra plus tard l'ensemencement des nuages. Le sable électrisé. Entre 1921 et 1923, les chercheurs auraient mené des expériences très médiatisées en utilisant des avions pour disperser du sable chargé d'électricité statique dans les nuages afin de forcer la pluie ou de dissiper le brouillard. Donc, qu'on nous balance des choses sur la tête, c'est pas un mensonge, c'est une vérité. Rapidement, ma chérie, je t'en prie. Ça me fait typiquement penser à un truc qu'on commence à voir de plus en plus. Moi, je l'ai vu, quand je l'ai vu la première fois, je me souviens, j'étais gamine, je devais avoir 10, 11 ans au Mont d'Or. Et un jour, on se lève et les voitures, elles étaient toutes jaunes. Et c'est la première fois que j'entendais parler qu'en fait, le sable du Sahara, avec les vents, tout ça, etc., c'est ce qu'on donnait comme explication, et arrivé en France, et puis du coup, hop, ça retombait. Finalement, en fait, ça prouve bien une chose, c'est que ce sable, alors, comme tu dis, on prend tout avec des pincettes, voilà, on peut extrapoler, donc on va utiliser le conditionnel. Donc ne serait-ce pas, par hasard une preuve, de ce que tu viens de dire, qu'en fait on utilise du sable chargé en électricité, en magnétisme, en je ne sais quoi, pour pouvoir déclencher des pluies. Et c'est marrant parce que ce sable est déposé systématiquement, pas qu'avec le vent, mais une fois que la pluie est passée. Voilà. Donc c'est marrant parce qu'en fait, quelque part, tu vois, j'ai cette corrélation. En fait, ce sable finalement, et puis vu comment il est posé après sur les voitures, on s'en rend compte, ça fait comme des gouttes. Donc ce sable, justement, ne serait-ce pas une preuve de ce que tu viens de dire? Et je ne sais pas, ma chérie. Moi, une chose que j'ai eu en pensée, c'est que je constate, moi, au niveau de mon propre corps, que j'éternue beaucoup plus qu'avant, que j'ai les yeux qui me brûlent, qui me piquent beaucoup plus souvent qu'avant. Alors, est-ce que je vieillis? Est-ce que c'est autre chose? Je ne sais pas. En tout cas, voilà ce que je constate de mon côté, qui m'amène à me poser certaines questions. Le sable électrisé. Entre 1921 et 1923, les chercheurs auraient mené des expériences très médiatisées en utilisant des avions pour disperser du sable chargé d'électricité statique dans les nuages afin de forcer la pluie ou de dissiper le brouillard. Les gaz et les poudres. D'autres brevets de cette décennie auraient impliqué la pulvérisation de solutions salines, d'acide. Tiens donc, acide. Les yeux qui me piquent. Est-ce que c'est ça? Point d'interrogation. Ou de poussière thermique, visant à modifier la température locale des masses d'air pour provoquer la condensation. Le tournant de la vraie science.
Le tournant de la vraie, entre guillemets, science. Rapidement, ma chérie, je t'en prie. Acide, un phénomène qu'on ne connaissait pas et qui est apparu, moi j'ai commencé à en entendre parler dans les années 80, fin 80. D'ailleurs avec, on en parlait beaucoup par la suite avec l'explosion de Tchernobyl, est venue dans le langage courant des météorologues, l'appellation les pluies acides. Avant, personne ne savait ce que c'était, ça n'existait pas. C'est un nouveau mot qui est sorti juste après l'explosion de Tchernobyl et le fameux nuage radioactif qui serait passé en France. Voilà. Non, Donc, ma chérie, c'est impossible. Le nuage s'est arrêté juste avant la France. C'est impossible. non, mais en fait, C'est de l'humour. oui, bah oui, on sait bien. Mais en fait, après, il y a eu une hécatombe et tu pourras le voir beaucoup dans l'est de la France, l'Alsace, Épinal, voilà, toute cette région-là. Il y a une hécatombe et on disait, en fait, ils ont beaucoup d'épineux justement là-bas, beaucoup de sapins et on disait, bah, les aiguilles des sapins, ça tombe jamais. Enfin, voilà, ça tombe jamais. Un résineux, c'est comme ça, un épineux, c'est comme ça. Et ben en fait, les aiguilles des sapins tombaient et à l'époque, je me souviens des je me souviens des infos qui passaient et tout, parce que mes parents regardaient beaucoup les infos. On parlait, les météorologues, ils disaient, bah, en fait, ce sont les pluies acides qui tombent suite au passage du nuage de Tchernobyl. Donc déjà, ils disaient que finalement les nuages de Tchernobyl étaient passés, alors qu'en fait, ils étaient arrêtés à la frontière. Donc déjà, tu vois, voilà, contradiction entre de discours. Mais en fait, ça m'amène à penser que, si on élude, ce qui s'est passé à Tchernobyl, ces pluies acides, pourquoi justement ne viendraient-elles pas exactement de ce que tu viens d'énoncer? L'acide dans l'atmosphère, les pluies acides. Point d'interrogation, l'avenir nous le dira très certainement. On est dans une période de révélation, voilà, qu'elle continue, dans le nom de Jésus. Le tournant de la vraie science. Toutes ces tentatives des années 1920 auraient marqué le fondement microphysique solide. Il aurait fallu attendre les décennies suivantes et notamment la découverte de l'iodure d'argent pour que la modification du temps devienne une véritable discipline scientifique. Il aurait fallu attendre 1946 pour que l'ère industrielle de la modification du temps commence réellement. Un scientifique aurait découvert par hasard qu'en envoyant de la neige carbonique ou de l'iodure d'argent dans un nuage, on pouvait déclencher des précipitations. Un essai concluant aurait été fait, mais un risque de procès aurait tout de suite été vu. Si vous faites pleuvoir à un endroit, un autre endroit sera privé de pluie. Et les gens pourraient se plaindre. Ces brevets ont donc été mis dans le domaine public. Propos de Patrick Pazin. Aujourd'hui, l'Organisation météorologique recenserait des dizaines de pays qui pratiqueraient toujours ces modifications chimiques du temps pour lutter contre la sécheresse, afin que l'efficacité globale reste encore un sujet de débat scientifique intense. Selon l'Organisation météorologique, plus de 50 pays auraient mené ou mèneraient des programmes de modification du temps. L'efficacité globale reste un sujet de discussion majeur au sein de la communauté scientifique. Des résultats locaux modestes. Les études montreraient que la technique peut augmenter les précipitations de 5 à 15% dans des conditions idéales. Pas de miracle sans nuages. On ne pourrait pas créer de la pluie à partir d'un ciel bleu. Il faudrait déjà des nuages denses et humides. Cela ne résoudrait donc pas les sécheresses extrêmes. Le coût. Ces programmes demanderaient des investissements financiers et logistiques très lourds pour des gains parfois incertains. Les risques et controverses, l'impact environnemental, la toxicité de l'iodure d'argent à haute dose posent question, même si les concentrations actuelles resteraient très faibles. Donc, pour tous ceux qui nous disent qu'on nous balance du poison sur la gueule, d'un point d'interrogation, je vous demanderai de prendre ces informations avec discernement. Rapidement, ma chérie, puisqu'il faut que j'avance. Vas-y, je t'en prie. De toute façon, dès l'instant que on balance justement des choses qui ne sont pas naturellement dans la nature, ça peut être que de la merde, quoi. Tout à fait. Donc, le vol de pluie. Faire tomber la pluie à un endroit précis pourrait priver une région voisine de cette eau. Cela créerait des tensions géopolitiques. Moi, il y a un lien que j'aimerais faire, en fait, c'est avec ce fameux Mercosur. Visiblement,
visiblement, à confirmer, je ne suis pas sur place, du côté de Bruxelles, ça pète sévère concernant ce Mercosur. Voilà. Point d'interrogation, encore une fois. Je ne veux pas être taxé de complotiste. L'effet apprenti sorcier. Modifier le climat localement pourrait perturber les cycles naturels de manière imprévue. Le projet Storm Fury, la tentative d'affaiblir les ouragans. Je répète, la tentative d'affaiblir les ouragans. Le projet dont il est question s'appellerait le projet Storm Fury. Il aurait été mené entre 1962 et 1983. Son objectif aurait été précisément de ralentir et d'affaiblir les ouragans. L'idée scientifique de l'époque aurait reposé sur l'ensemencement des nuages. Des avions militaires et scientifiques auraient volé directement dans l'œil de l'ouragan pour y larguer de l'iodure d'argent. Les objectifs des scientifiques. Les scientifiques auraient espéré ainsi geler l'eau en surfusion présente dans la tempête, perturber la structure interne de l'ouragan, élargir le diamètre de l'œil, ce qui par les lois de la physique et notamment la conservation du moment cinétique devait forcer les vents maximaux à ralentir. Pourquoi l'expérience aurait-elle été abandonnée? Bien que les premiers essais sur l'ouragan Bella en 1963 et l'ouragan Debby en 1969 auraient montré une baisse temporaire de la vitesse des vents pouvant atteindre jusqu'à 30%, le projet aurait finalement été arrêté en 1983 pour deux raisons majeures. La fausse piste scientifique. Les météorologues auraient découvert plus tard que les ouragans ne contiennent pas assez d'eau en surfusion pour que l'ensemencement chimique fonctionne réellement. Les cycles naturels, les scientifiques auraient réalisé que les ouragans subiraient de toute façon des cycles naturels de remplacement de la paroi de l'œil. Les baisses de vent observées lors des tests auraient été en réalité de simples coïncidences météorologiques naturelles. Un héritage scientifique malgré tout. Aujourd'hui, l'Agence d'observation océanique et atmosphérique rappellerait régulièrement qu'aucune technologie actuelle ne permet de créer, modifier ou guider les ouragans. Le projet aurait néanmoins permis de faire d'immenses progrès dans la compréhension et la prévision de ces tempêtes géantes. Ils ont fait une pause, puis ont lancé les projets Cirrus et Storm Fury sur les ouragans. Ils ont aussi essayé du côté Pacifique, mais un pays s'y est opposé, car un typhon pouvait traverser l'océan et les affecter. Le programme a été officiellement arrêté, mais ils avaient d'autres outils. Propos de Patrick Pazin. Projet Cirrus, la première tentative de modification d'un ouragan. Lancé en 1947, le projet Cirrus aurait été la toute première tentative officielle de modifier la trajectoire et la force d'un ouragan. Le projet Cirrus est le désastre de 1947. Le 13 octobre 1947, les scientifiques du projet auraient ciblé un ouragan majeur, l'expérience. Un bombardier B-17 aurait survolé la tempête et aurait largué environ 36 kg de carboglace ou glace sèche directement dans les nuages extérieurs. Alors qu'il survolait un nuage de type alto cumulus par une température de moins 20 degrés, il aurait été versé environ 3 livres, 1,3 kg de carboglace broyée par la fenêtre de l'appareil. Le résultat visuel, la réaction chimique aurait été immédiate et spectaculaire. Le nuage aurait instantanément changé de texture. Des millions de cristaux de glace se seraient formés. Une traînée de neige serait tombée du nuage sur une distance de plusieurs kilomètres, bien qu'elle se serait évaporée avant de toucher le sol. Pourquoi la carboglace? La carboglace, dioxyde de carbone solide, serait extrêmement froide, moins 78,5 degrés. En tombant dans un nuage composé d'eau surfondue, de l'eau qui reste liquide même en dessous de 0 degré, elle refroidirait brutalement l'air autour d'elle. Cela forcerait l'eau liquide à se transformer instantanément en cristaux de glace, déclenchant la précipitation. Cet événement aurait prouvé pour la première fois que l'humain pouvait modifier la structure d'un nuage, ouvrant la voie au programme actuel. Moi, une chose que j'ai en pensé tout de suite, c'est tous ces anciens, en tout cas toutes ces personnes qui sont les générations avant nous, qui nous disent « mais quand on était jeune, il y avait des congères de neige. Aujourd'hui, on n'en voit plus du tout. » Le fiasco.
Juste après l'ensemencement, l'ouragan aurait fait un virage brutal à 135 degrés vers l'ouest, au lieu de s'éloigner dans l'océan Atlantique. Il aurait fait demi-tour et aurait violemment frappé la Géorgie. Les conséquences. Le passage de la tempête aurait causé des millions de dollars de dégâts et fait plusieurs victimes. Le public, furieux, aurait blâmé les scientifiques. Les menaces de procès auraient été si lourdes que le projet aurait été suspendu puis définitivement annulé en 1952. Des études ultérieures ont prouvé que l'ouragan aurait commencé son virage de manière totalement naturelle juste avant le largage de la glace, mais l'événement aurait traumatisé la communauté scientifique. Il aurait fallu attendre 10 ans pour relancer les recherches sous le nom de Storm Fury. L'explication scientifique, le verdict. Des années plus tard, des météorologues indépendants auraient réanalysé toutes les données météo de l'époque pour comprendre ce qu'il s'était réellement passé. L'étude des cartes de pression atmosphérique aurait révélé la vérité. Un phénomène naturel, une crête de haute pression, un anticyclone très puissant se serait formé au nord du cyclone au moment précis de l'opération. Le vent a guidé le cyclone. Ce seraient ces courants atmosphériques naturels géants qui auraient bloqué la trajectoire de l'ouragan vers l'Atlantique et l'auraient forcé à tourner vers l'ouest. L'impuissance de la carboglace. Les 36 kilos de carboglace largués par le B-17 auraient été microscopiques face à l'énergie monumentale d'un ouragan. Ils n'auraient eu absolument aucun impact sur la trajectoire de la tempête. Le virage brutal était une pure coïncidence temporelle. Mais cet événement a marqué l'opinion publique et resterait le premier exemple des risques politiques et juridiques liés à la modification du climat. Encore une fois, à prendre avec discernement. Je ne prenais aucune information argent comptant. Cela est un gros point d'interrogation. Ce que dirait le droit international, le traité ENMOD. La course aux armements climatiques aurait été interdite. La convention ENMOD interdirait formellement d'utiliser des techniques de modification de l'environnement comme détourner des tempêtes, modifier le climat ou provoquer des séismes à des fins militaires ou hostiles. Opération Popeye, la première guerre météorologique à grande échelle. L'opération Popeye serait la première campagne de guerre météorologique à grande échelle. La découverte en 1946, les scientifiques auraient découvert cette année-là le procédé d'ensemencement des nuages en utilisant de l'iodure d'argent ou de la neige carbonique. L'objectif au Vietnam de 1967 à 1972. Le but aurait été de prolonger la saison des moussons pour inonder les pistes, provoquer des glissements de terrain et bloquer le ravitaillement des forces. L'un des slogans officieux de l'opération aurait été d'ailleurs de la boue, pas la guerre. Make mode not war. Les chiffres clés. Les rapports déclassifiés confirmeraient l'ampleur de l'opération, environ 2600 sorties d'avion et l'utilisation de plus de 47 000 cartouches de substances chimiques, composées d'iodure d'argent et de plomb. Les conséquences de cette révélation. Le projet aurait été révélé au public en 1971, provoquant un immense scandale international. Face à l'indignation de voir la météo et le climat transformés en armes de destruction, l'ONU aurait réagi en adoptant la convention ENMOD en 1976, entrée en vigueur en 1978. La convention ENMOD pour environnementale modification est le traité international qui serait né directement de ces dérives et des craintes de la guerre froide. Guerre froide, froide. Point d'interrogation. Les risques de la modification environnementale à des fins militaires. La possibilité d'opérations militaires visant à utiliser l'environnement comme une arme est inquiétante. Des actions auraient été menées contre Cuba avec l'ensemencement de nuages destinés à ruiner l'agriculture. Je répète, à ruiner l'agriculture. Mercosur, point d'interrogation. De la canne à sucre à la fin des années 1960. Qu'il y ait eu des opérations d'ensemencement de nuages contre Cuba pour ruiner l'agriculture de la canne à sucre serait une affirmation très douteuse et relèverait de la spéculation. Encore une fois, prenez tout ça avec discernement. Moi, j'ai vérifié également. Voilà, j'ai fait un brassage en fait de toutes ces informations et voilà ce que
Voilà, je vous lis exactement ce que j'ai trouvé. Si des programmes d'ensemencement de nuages ont bien existé, comme l'opération Popeye au Vietnam, l'existence d'une opération ciblée et réussie contre Cuba pour détruire son agriculture ne serait pas un fait historique documenté et serait une affirmation souvent reprise dans les milieux complotistes. Point d'interrogation. Pour encadrer ces pratiques, la communauté internationale aurait adopté la convention ENMOD. Ce traité composé de 10 articles engagerait les États signataires à ne pas utiliser l'environnement comme une arme de guerre. Les documents qui y seraient annexés évoqueraient déjà un large éventail de techniques: tempêtes, tsunamis, tremblements de terre, sécheresse, détournement de cours d'eau ou encore modification de l'état des rivières. Tout semblerait déjà avoir été imaginé. Tout semblerait déjà avoir été imaginé. Tout semblerait déjà avoir été imaginé. Cette convention serait une coquille vide, et ce, pour plusieurs raisons. Premièrement, elle ne protégerait que les États qui l'ont signée. Des territoires ou des pays qui ne l'auraient pas ratifié ne bénéficieraient d'aucune protection. Ne bénéficieraient d'aucune protection. De plus, seuls environ 80 pays l'auraient signé, ce qui serait loin de représenter la moitié des nations du globe. Ensuite, le texte de la Convention stipulerait que l'utilisation de l'environnement comme arme ne serait interdite que si elle produit des effets graves, étendus et durables. Or, ces notions demeureraient extrêmement vagues et sujettes à interprétation. Parmi les dispositifs technologiques évoqués figure le projet HARP, développé dans les années 1990. Son principe reposerait sur l'installation de puissantes antennes électriques destinées à réchauffer l'ionosphère, une couche de l'atmosphère située entre 60 et 1000 km d'altitude. Dans cette zone, le rayonnement ultraviolet du Soleil crée naturellement des plasmas. En y envoyant des ondes, il serait possible de faire réfléchir ces plasmas où on le souhaite, ce qui permettrait par exemple de communiquer avec des sous-marins en plongée à l'autre bout du monde. Les applications potentielles seraient nombreuses et susciteraient des inquiétudes. En excitant certaines failles terrestres, il serait envisageable de provoquer des tremblements de terre. HARP serait ainsi perçu par certains comme un système dangereux, susceptible d'être utilisé à des fins environnementales hostiles, que ce soit pour manipuler le climat, générer des sécheresses, ou déclencher des séismes. Entre mythes, complotisme ou réalité, affaire à suivre. La prétention humaine de contrôler le ciel et la terre. L'idée de HARP, réelle ou fantasmée, et de la géo-ingénierie reflète une tentative humaine d'agir sur les éléments que Dieu a créés et qu'il contrôle souverainement. Je voudrais te laisser une courte parenthèse, ma chérie, je t'en prie. Avec sagesse, je t'en prie. Ouais, bah oui, déjà, j'avais noté, cette pensée, tu viens, tout juste de commencer d'en parler. C'est que, en fait, l'homme, on voit bien, depuis des années qu'il y a eu des expériences, parce que j'ai quand même noté la date de 1890, où il y a eu les premiers tests pour, enfin la fameuse théorie de la commotion, 1890, où on a commencé à faire des recherches pour fabriquer la pluie. Donc c'est quand même, vieux, hein. Et j'ai eu cette pensée en me disant que de toute façon, en fait, ça prouve bien que l'homme veut, finalement, surpasser, Dieu et contrôler les éléments, alors que, et d'ailleurs la Bible le rappelle, Dieu seul a la main, a tout pouvoir sur les éléments, sur la nuit, le jour, la pluie, le vent, et cetera. C'est dit plusieurs fois dans la Bible. Et en fait, c'est grave parce que, alors, et si on part de, on va mettre de côté tout le côté, militaire, mais si on part à la base, d'une, démarche louable, c'est-à-dire pour lutter contre la sécheresse, faire venir la pluie, pour aider l'agriculture, pour aider les pays, et cetera. OK, ça s'entend. Mais le problème, c'est que,
même si c'est une démarche louable, il y a quand même des conséquences sur le côté naturel, des éléments. Et c'est là où on peut se poser la question, et d'ailleurs tu en as fait un petit peu allusion tout à l'heure, en disant: «Tiens, la fonte des glaces», le fait de faire toutes ces expériences, d'utiliser tous ces produits. Tu parlais tout à l'heure de la neige carbonique, on utilise ça, donc on sait fabriquer. Alors ça fait des années que c'est exploité ça. Mais le problème c'est que, heu du coup, quel est l'impact que cela peut avoir à courte, je dirais à courte, échelle, à courte durée, à court terme, sur le reste des éléments de la nature. Et c'est là où on peut on pourrait supposer que, vouloir contrôler le climat, alors dans un cadre de guerre froide, dans un plan militaire, mais au final, je dirais, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire que le temps obligatoirement, les éléments naturels obligatoirement, quelque part, ils vont être bouleversés parce que c'est des phénomènes qui seraient, provoqués, artificiellement, donc qui iraient complètement contre nature. Et c'est grave parce que quand on nous parle de réchauffement climatique, là, on peut se poser des questions. Quand on nous parle d'inversement d'épaule, là, on pourrait se poser des questions. Quand on nous parle, du fameux courant, le Gulf Stream, je t'engagerai mon cœur à aller, regarder l'impact primordial qu'a le Gulf Stream sur toute la terre. Ah, c'est lui finalement qui régule la bonne marche, du temps, des saisons, de la météo et donc de la vie sur terre également. Et quand on voit que le Gulf Stream, il pâtit également, il y a un inversement des courants marins, c'est là où on se dit que attention, parce que à trop jouer aux apprentis sorciers, on détruit tout. Et ça malheureusement, ça pourrait être des conséquences. Alors je mets toujours au conditionnel parce que voilà, je je garde le temps que la conjugaison que tu as voulu utiliser depuis le début. Mais il y a de quoi se poser des questions. On a des gens qui justement nous parlent d'extinction. On a eu des extinctions de civilisation. Je pense qu'il faut se méfier de ça. Et c'est pas être complotiste. On a une nature qui a été créée par Dieu pour nous, pour notre bien. Dès l'instant, là encore, qu'interviennent des choses artificielles ou qu'on veut toucher à la nature, malheureusement, il y a toujours des conséquences. Et je crois que, ceux qui pensent à des choses comme ça, peut-être qu'au début, ils avaient des intentions louables, hein, c'est ce que j'ai dit. Mais malheureusement, les choses peuvent être détournées. Tu l'as rappelé tout à l'heure, c'est pas l'outil qui est à déplorer, hein, c'est l'utilisation qu'on en fait. Et aller contre la nature des choses, c'est mauvais parce qu'il y a des choses naturelles qui sont là, c'est pas pour faire joli, quoi. Enfin, c'est joli, mais c'est parce qu'il y a un but, il y a voilà, il y a une utilité à tout ça. Et aller contre la nature, bah, ça dessert complètement finalement, les bienfaits qu'on peut avoir, que Dieu a voulu créer pour nous. Ça dessert complètement, ce qui est naturel et ça, c'est déplorable. Effectivement, une utilisation qui visiblement, si ces informations sont vraies, je ne vous dis absolument pas, pour toutes les personnes qui entendront cette vidéo par la suite, ce live est un point d'interrogation. On se pose des questions. Je ne valide aucune chose qui a été dite ici. Je me pose des questions. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a de quoi se poser des questions. C'est clair. Quand on fait le lien de tout ça, je pense qu'il y a de quoi se poser des questions et de sérieuses questions. Mais si cette information est vraie, on prend l'exemple de l'ouragan, ma chérie. Je veux dire, l'intention était bonne à la base. Sauf que, on se rend bien compte que finalement, la nature, elle est beaucoup plus forte que tout ça. Et finalement, de vouloir partir d'un bon principe, les dégâts auraient été presque pires que s'ils avaient laissé la nature se faire, en fait. Voilà. On a vu cet ouragan qui, visiblement, aurait fait un virage à, je crois que j'ai lu 180, enfin, voilà, il aurait fait un virage, alors que si on l'avait laissé filer tranquillement de manière naturelle, il y aurait peut-être eu beaucoup moins de dégâts, en fait. Voilà. Ça rejoint ce que tu dis, ma chérie. Est-ce que tu es d'accord avec ça?
Ah oui, 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 je suis tout à fait d'accord. Faut laisser la nature faire les choses. Il faut pas empiéter, en fait, sur sa bonne marche, hein, parce que c'est là, en fait, où l'homme détruit tout et on le voit, hein. Il y a combien de cas comme ça où quand, il joue aux apprentis sorciers, quand il veut avoir la main sur certaines choses, en fait, il fait plus de dégâts qu'autre chose et le pire, c'est qu'en fait, il fait du dégât avant tout contre lui, il s'en rend pas compte. C'est ça, c'est ça, c'est ça. L'être humain charnel, mais c'est biblique également. Adam et Ève, l'être humain charnel, en fait, il s'autodétruit, en fait. Il est dans un, ouais, il s'autodétruit tout seul. Il a besoin de personne pour le faire, en fait, finalement. Ça, c'est Euh, sûr, il est fait voilà. pour ça, hein. La chair est complètement corrompue, quoi. L'idée de harpe réelle ou fantasmée et de la géo-ingénierie reflète une tentative humaine d'agir sur les éléments que Dieu a créés et qu'il contrôle souverainement. Es-tu parvenu jusqu'aux amas de neige? As-tu vu les dépôts de grêle que je, entre parenthèses Dieu, tiens en réserve pour le temps de la détresse, pour les jours de guerre et de bataille? Noues-tu les liens des Pléiades ou détaches-tu les cordages d'Orion? Point d'interrogation. Fais-tu paraître en leur temps les constellations et conduis-tu la grande ours avec ses petits? Connais-tu les lois du ciel? Point d'interrogation. Règles-tu son pouvoir sur la terre? Job 38, 22, 23 et 31, 33. Je t'en prie, ma chérie, vas-y. Il y a énormément de versets, en fait, dans la Bible qui montrent que Dieu a toute autorité sur les éléments de la nature. Il y a Job, tu l'as pas cité celui-là, moi je trouve qu'il est très parlant. Job 37, 12, les nuages parcourent les espaces selon ses desseins, donc ses desseins, les desseins à Dieu, les désirs de Dieu, pour exécuter tout ce qu'il leur commande sur la face de la terre habitable, entre autres. Il y a le psaume 107, verset 29, qui dit, il arrêta la tempête, ramena le calme et les ondes se turent. Et il y en a énormément donc de versets qui rappellent qu'en fait Dieu, voilà, contrôle tous ces éléments-là. Je t'invite à garder ces versets sous le coude, ma chérie, parce que je pense que tu auras la place de m'en emmener d'autres. Dieu rappelle à Job, donc dans ces versets que j'ai pu lire, Dieu rappelle à Job que lui seul contrôle les éléments, la grêle, les constellations, les lois du ciel. Par sa parole, Dieu parle directement à ceux qui prétendraient manipuler l'atmosphère ou l'ionosphère. Il a créé la terre par sa puissance, il a fondé le monde par sa sagesse, et il a étendu les cieux par son intelligence. À sa voix, les eaux mugissent dans les cieux. Il fait monter les nuages des extrémités de la terre. Il produit les éclairs et la pluie, et il tire le vent de ses trésors. Jérémie 10, 12 et 13. Dieu est l'unique maître des phénomènes météorologiques. Pluie, éclair, vent. Aucune antenne humaine ne peut rivaliser avec lui. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Psaume 115, 16. Il y a une limite. Les cieux appartiennent à Dieu. Vouloir modifier la haute atmosphère est une transgression de la sphère divine. Agent orange, guerre environnementale, ouragan, tsunami et tremblement de terre artificiel. La Bible montre que Dieu lui-même utilise parfois les éléments comme instruments de jugement. Mais elle condamne la cruauté humaine envers les populations. Moïse étendit sa verge vers le ciel, et l'Éternel envoya des tonnerres et de la grêle. Et le feu se promenait sur la terre. L'Éternel fit pleuvoir de la grêle sur le pays d'Égypte. Il tomba de la grêle et du feu, mêlés à la grêle. Elle était d'une violence telle qu'il n'y en avait point eu de semblable dans tout le pays d'Égypte, depuis qu'il existe comme nation. La grêle frappa dans tout le pays d'Égypte tout ce qui était dans les champs, depuis les hommes jusqu'aux animaux. La grêle frappa aussi toutes les herbes des champs et brisa tous les arbres des champs. Exode 9, 23 à 25. Dieu contrôle la grêle et le feu du ciel pour juger. Mais cette puissance n'appartient qu'à lui, pas aux armées humaines. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Apocalypse 11, 6. Pouvoir sur la pluie et le ciel, accordé aux deux témoins par Dieu, non par la technologie humaine. Et là, tu vas apprendre quelque chose d'extrêmement intéressant, ma chérie. Quels sont ces deux témoins? Les deux témoins envoyés par Dieu sont des figures prophétiques majeures mentionnées dans la Bible.
précisément dans le livre de l'Apocalypse. Ils reçoivent une mission spectaculaire à la fin des temps. Leur mission prophétique, prophétiser pendant 1260 jours, soit 3 ans et demi. Ces 3 ans et demi, on en a déjà entendu parler, mes chéris. Porter le sac, un symbole biblique de deuil et de repentance. Avertir le monde face au jugement divin, leur pouvoir miraculeux. Dieu leur accorde une protection et des pouvoirs surnaturels. Le feu sort de leur bouche pour consumer leurs ennemis. Fermer le ciel pour empêcher la pluie de tomber. Changer l'eau en sang et frapper la terre de plaies. Leur mort et leur résurrection. Leur mort, après leur ministère, la bête surgit et les tue. L'exposition. Leur corps reste exposé dans la rue pendant 3 jours et demi, sous les yeux du monde en fête. La résurrection. Jésus est ressuscité 3 jours après sa crucifixion. Dieu souffle sur eux un esprit de vie. Ils se relèvent et montent au ciel dans une nuée. Qui sont-ils vraiment? La Bible ne donne pas explicitement leur nom. 3 théories chrétiennes principales existent. Élie et Moïse. Leur miracle, le feu, la sécheresse, le sang. La sécheresse rappelle exactement les plaies d'Égypte et les miracles d'Élie. Ils étaient aussi présents lors de la transfiguration de Jésus. L'autre hypothèse, Élie et Enoch. Ce sont les 2 seuls hommes de l'Ancien Testament à être montés au ciel sans connaître la mort physique. 2 symboles. Ils représenteraient l'Église, la parole de Dieu, l'Ancien et le Nouveau Testament, ou le témoignage fidèle des croyants. Les crimes contre les populations et la justice divine. Malheur à celui qui bâtit une ville avec le sang, qui fonde une ville avec l'iniquité. Voici quand l'Éternel des armées l'a résolu, les peuples se fatiguent pour le feu, et les nations se lassent en vain. Malheur aux puissances qui construisent leur domination sur le sang des innocents. Les secrets cachés seront dévoilés, on le voit bien actuellement. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. 1 Corinthiens 4, 5. L'orgueil des nations et leur chute finale. La Bible rappelle que les nations qui s'élèvent contre Dieu seront abaissées. L'homme au regard hautain sera abaissé et l'orgueilleux sera humilié. L'Éternel seul sera élevé ce jour-là, car il y a un jour pour l'Éternel des armées, contre tout homme orgueilleux, et hautain, homme avec un H majuscule, et hautain, contre quiconque s'élève afin qu'il soit abaissé. Ésaïe 2, 11 et 12. Le discernement face aux rumeurs et aux fausses informations. C'est pour ça que je vous disais, pour toutes les informations que vous avez entendues dans ce live, ne prenez rien pour argent comptant. Faites vos propres recherches à la lumière de l'évangile, je dirais, puisque les lois de Dieu surpassent les lois de ce monde, puisque la vérité de Dieu surpasse ce qui est dit dans ce monde. Faites vos propres recherches. Ce live est un point d'interrogation. Le discernement face aux rumeurs et aux fausses informations. Guerre médiatique, rumeurs cycliques sur Internet, théories contestataires. La Bible exhorte cependant à la prudence, au discernement et à la vérification. L'homme simple croit tout ce qu'on dit, mais l'homme prudent est attentif à ses pas. Proverbe 14, 15. Voilà, c'était la fin en ce qui me concerne. Par contre, une petite chose que je voudrais dire également, la définition de complotisme. Je vais chercher la définition pendant que tu m'apportes un verset, ma chérie. Mais le complotisme, la question, le point d'interrogation que je voudrais également placer dans ce live, qui sont réellement les complotistes? Voilà. Pilule rouge, pilule bleue. Ma chérie, je t'en prie. Psaume 135, verset 6. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes. Définition de complotisme. Le complotisme ou conspirationnisme est une attitude qui consiste à imputer l'origine d'un événement ou d'une situation à un complot secret fomenté par un groupe de personnes puissantes et malveillantes. Plutôt que d'accepter les explications scientifiques, historiques ou officielles, une personne qui adopte une posture complotiste est convaincue que les véritables causes d'un fait, comme une pandémie ou une crise économique, encore une fois, prenez ces informations avec discernement, ou économiques, sont dissimulées au grand public.
Pour mieux comprendre cette notion, le terme se structure autour de plusieurs piliers et mécanismes précis. Les grands principes du raisonnement complotiste. Rien n'arrive par hasard. C'est la vérité. C'est la vérité. Je vous le dirai, en ce qui me concerne, rien n'arrive par hasard. Vous avez qu'à lire l'évangile, vous verrez que, voilà, tout est écrit, je vous le dis. Et je prends le courage de vous le dire. Rien n'arrive par hasard. Tout événement majeur est perçu comme le résultat d'une planification intentionnelle. Oui, effectivement. C'est pour ça que les prophéties existent. C'est pour ça que les prophètes existent. C'est pour ça que, oui, je vous le dirai. Voilà, j'ai le courage de vous le dire. Tout est lié. Oui, effectivement, tout est lié. Les coïncidences n'existent pas. Des faits totalement indépendants sont connectés pour servir de preuve. Les apparences sont trompeuses. Le discours officiel ou majoritaire est systématiquement considéré comme une tentative de manipulation. Et les discours qui justement ne font pas partie de la majorité sont systématiquement taxés de complotisme. Je voudrais vous citer un verset biblique au milieu de tout ça. Large est le chemin qui mène à la perdition. Nombreux sont ceux qui le prennent. Étroit est le chemin qui mène à la vie. Peu sont ceux qui le prennent. Voilà. Inversion de la charge et de la preuve. Au lieu d'apporter une preuve concrète du complot, le complotiste exige que l'on prouve que le complot n'existe pas. Ma chérie, je te laisse apporter rapidement la prière et j'apporterai une autre définition pour conclure ce live. Je t'en prie. Seigneur Jésus, Christ, merci pour la parole, merci pour les choses que j'aurais conditionné la prise. Après, j'avoue qu'il est fort troublant de trouver qu'il y a des choses quand même qui sont beaucoup en corrélation, qui pourraient expliquer beaucoup de choses. Et donc oui, il y a des questions à se poser, ça c'est clair. Mais je vais garder, pour conclure avec une prière, cet apport de mon chéri, je vais garder un optimisme que l'on trouve justement dans ta parole, qui dit que au bout du compte, c'est toi et toi seul qui a le dernier mot sur tout, et c'est toi qui contrôles tout. Je pense qu'il est important de rester focalisé sur cela, bien qu'il faut savoir ce qui se passe dans notre monde. C'est clair, on ne peut pas non plus être complètement, on a les pieds ici, donc il faut qu'on sache un minimum de ce qui se passe autour de nous. Mais restons, avant tout focalisés, sur toi, sur les cieux, qui nous donnent cette espérance. C'est que de toute façon, le monde va partir, va disparaître. Ta parole subsistera, et ta parole qui nous dit que, si on te suit, on est voué à une vie éternelle, il faut vraiment l'avoir, en mémoire, pour, apporter de la lumière à toutes ces choses, hem, sombres que nous vivons. Voilà, donc il pourra y avoir des hommes qui voudront contrôler, des hommes finalement qui iront vers la destruction, mais on se rend compte que quelque part, c'est le naturel de l'homme de détruire, alors que pourtant tu lui as confié. Voilà, tu auras toujours le dernier mot. Et cet épisode où Jésus était dans la barque et tout le monde s'affolait autour de lui et lui il dormait, je pense que c'est à prendre, avec une grande leçon par rapport à tous les événements qui se passent autour de nous concernant le climat. Voilà, ça bouge, ça fait du bruit, ça tourmente, mais ayons confiance en toi Jésus-Christ, ayons confiance en cette paix, que tu nous montres, que tu nous enseignes d'avoir, parce que quoi qu'il en soit, heu, c'est toi qui es au contrôle et qui est au contrôle de tout. Amen. Voilà, donc voilà. Merci pour, l'apport d'aujourd'hui, mais voilà, que vous qui visionnerez, cela par la suite, prenez du détachement également, parce que vos pieds, ils sont sur ce sol, mais donnez votre vie à Dieu et votre tête et le reste et votre âme, sera avec lui. Donc il y aura pas d'impact négatif. Voilà, restez en paix, n'ayez pas peur, on a un Dieu qui sauve et qui veille.
Et merci Seigneur pour ton œuvre. Amen. Amen. Effectivement, je dirais que la terre est la prison du croyant et il est plus que temps d'offrir sa vie à Jésus. Donnez votre vie à Jésus. Voilà. Parce que ça va aller en s'accélérant, ça va aller, voilà. On voit que ça se coud dans ce monde. Donnez votre vie à Jésus avant qu'il ne soit trop tard. Une dernière petite définition que j'aimerais apporter pour conclure ce live. Qu'est-ce qu'une personne qui fait un complot? Une personne qui fait réellement un complot est appelée un comploteur ou une comploteuse. Il ne faut pas le confondre avec un complotiste, qui est une personne qui croit ou propage des théories du complot. Le comploteur, lui, passe concrètement à l'action. Je répète, le comploteur, lui, passe concrètement à l'action. Pour qu'une personne soit réellement un comploteur, ses actions doivent répondre à plusieurs critères précis. L'action collective. Un complot ne se fait pas seul. Le comploteur s'associe à un groupe de complices. Le secret absolu. Le comploteur agit dans l'ombre. Ses réunions, ses communications et ses plans sont dissimulés au reste du monde ou aux autorités. L'intention de nuire. L'objectif est de commettre une action illégale, malveillante ou secrète, comme renverser un pouvoir en place, un coup d'État, éliminer un rival fraudé. La planification. Le comploteur élabore une stratégie précise et coordonnée dans le temps par opposition à un acte impulsif. En résumé, si le complotiste cherche à dénoncer des complots souvent imaginaires pour ce monde, le comploteur est celui qui organise et exécute secrètement une véritable machination. Voilà. Est-ce que tu aurais un complément à apporter concernant cette définition du comploteur, ma chérie? Avec sagesse. Je pense que de toute façon, dès l'instant qu'on pense pas et qu'on a un minimum d'intelligence pour réfléchir différemment de ce qu'on nous imposerait de réfléchir, on est tous des complotistes. Voilà. Nous sommes tous des complotistes dès l'instant qu'on va pas dans le sens de ce que la société aimerait qu'on aille. Voilà, tout simplement. Et pour différents sujets, hein. La Voilà. majorité. C'est la majorité, mais ouais, c'est la majorité. Voilà, il y a encore une fois une minorité qui guide une majorité. Et de toute façon, heu, des complotistes, depuis la nuit des temps, il y en a eu. Qu'est-ce que cette secte qui Voilà, sème le trouble dans la ville? Voilà, c'est écrit dans voilà. la Bible. Et Heu, 2000 ans plus ouais, tard, Jésus est toujours persécuté, alors qu'il y a oui. longtemps qu'il a été crucifié. Voilà, c'est ça et c'est un exemple et d'autres exemples, il y en a, des tonnes et des tonnes et des tonnes, hein. C'est même sans parler de spiritualité ou quoi que ce soit, mais on peut parler sur différents aspects justement de notre monde, hein, sur la société, sur le climat, sur les enfin, il y en a beaucoup qui dénonçaient des choses. Ah bah oui, sur le moment, on les croyait pas, puis en fait, il s'avère que quelque temps après, bah, ce qu'ils disaient, c'était vrai. Voilà. Ah, Après, il faut pas non plus, prendre, tout pour complot non plus, parce que, voilà, il y a quand même des choses qui sont vraies, mais il y a quand même des choses qui sont fausses aussi. Il c'est vrai. faut C'est vrai. savoir, faire la part des choses et discerner. Mais voilà, donc faites Comment la on part discerne, ma des chérie? comment? Comment on discerne? Bah, à la lumière de la parole déjà pour Tout à fait. commencer. Tout à Voilà fait. et puis C'est je pas pense déjà, c'est à la lumière de la parole, point. C'est tout. Oui et C'est oui tout. et oui, oui, déjà parce que je termine ce que je voulais dire, parce que je pense qu'après si tu connais bien la parole, si tu es bien éclairé, tu sais où il y a anguille sur roche et où il y a pas anguille sur roche. Je pense qu'à un moment donné, ce sont des choses que tu ressens, quoi. Voilà. Mais heu, mais oui, après, il faut faire attention, quand même, hein. Je vais quand même émettre ce sujet, cette proposition-là, c'est que tout n'est pas complot non plus. C'est Et ça. attention et attention aussi à ce qu'on veut nous faire croire qui est faux. Oui, aussi. Voilà, donc Et inversement, qu'on veut nous faire croire qui est vrai. C'est vrai qu'avec ces réseaux sociaux, avec ce flux d'informations, je dirais qu'il faut vraiment avoir une véritable passoire, un véritable discernement. Ça, c'est clair. Ça, oui, c'est parce clair. que le phénomène complotiste, c'est un phénomène de mode aussi, donc attention de ne pas tomber dans tous les complots. Il y a des complots réels, enfin, il y a des choses réelles, qu'on nous cache, mais il y a des choses également fausses,
que certains pensent qu'on nous cache et qu'on ne nous cache pas du tout. Voilà, donc attention. Voilà. C'est important de le rappeler, c'est clair. Est-ce que tu as encore, il reste 5 minutes, est-ce que tu as encore quelques mots concernant ce que tu as entendu ce soir? Ouais, Si je te posais une question, est-ce que tu fais un lien en fait avec ce que tu as entendu ce soir et l'agriculture, l'élevage, qui est particulièrement confié à Réveil Chrétien d'Auvergne? bah, de toute façon, oui, dans le sens où, tu nous as parlé, en gros de la guerre du climat et du contrôle du climat et le climat, ben, c'est la condition sine qua non pour qu'il y ait une agriculture ou pas une agriculture. Hem, il faut qu'il y ait un climat. On parlait autrefois, il y avait des saisons, on n'a plus de saison. Il faut qu'il y ait un climat quand même à peu près potable pour qu'on puisse cultiver et je pense que oui, c'est un sujet sur lequel, c'était important, d'échanger parce que, tu as pas de précipitation, comme tu as pas de soleil aussi, bien, il y a une certaine, il y a certains plants qu'on peut pas cultiver, il y a certaines essences qui peuvent disparaître, et en fait, faut se remémorer la chaîne alimentaire aussi. C'est que, hem, on a tous, ainsi que les animaux, ainsi que les végétaux, chacun a son rôle sur terre qui dépend de certaines conditions climatiques notamment, qui ont été créées, donc s'il y a un bousculement de tout ça, bah, c'est clair qu'au bout du compte, ce qui est au bout de la chaîne alimentaire, c'est-à-dire l'homme, il peut y avoir des conséquences graves quoi, qui jouent sur Pour ramener un l'humanité. petit peu plus tout ça au niveau de l'actualité, encore une fois, j'aimerais parler Mercosur. J'aimerais faire. Est-ce qu'il y a un lien ou pas à faire avec le Mercosur? Est-ce qu'il y a un lien à faire ou pas quand on nous parle de souveraineté alimentaire aujourd'hui en France, quand on voit certains rayons de supermarchés vides, quand j'ai l'impression qu'on fait tout pour qu'il n'y ait plus d'agriculteurs, d'éleveurs en France, je me pose des questions. Je fais le lien avec tout ça. Est-ce que je dois faire des liens avec tout ça? Je me pose des questions en ce qui me concerne. Il y a de Voilà. quoi, mais il y a de quoi se poser des questions, ça c'est sûr, parce qu'il y a des choses quand même qui arrivent, enfin en même temps quoi, donc est-ce qu'il y a un hasard? Est-ce qu'il y a pas de hasard? Alors après moi je te dirais, sois très prudent avec, les étalages qui sont vides, parce que moi ayant travaillé dans la grande distribution, je peux te dire que des étalages vides, il y a également une volonté tout à fait, voilà, enfin quelque chose tout à fait voulu derrière pour que ce soit vide. Moi je l'ai vu, hein, de mes propres yeux que, bah, on arrête de faire rentrer ça, 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 ça ou alors on y stocke pendant des mois, des semaines dans un endroit sans le proposer aux clients, alors qu'en fait, il y en a plein, donc attention à ça. Étalage vide veut pas dire qu'il y a plus de denrées, mais par contre, attention, à ce qu'on veut nous vendre, notamment, par exemple, ces exemples-là où, Il reste une heu, minute. on interdit ça c'est un exemple frappant, de comment tuer une agriculture, locale, nationale. On interdit des produits, on interdit à nos agriculteurs d'utiliser des produits, mais on fait venir des produits, qui ne viennent pas donc de notre territoire, mais d'autres territoires, qui sont entre guillemets «contaminés» de ces mêmes produits qu'on interdit à nos compatriotes. Donc c'est là, par contre, je dirais, où il y a des choses qui sont graves au niveau de l'agriculture aussi. Voilà. Yes, l'avenir nous le dira. Voilà. Soyez tous puissamment bénis dans le nom de Jésus. Amen et Amen.